Bienvenue sur ce nouveau Quickie, Quickie ambitieux, parce qu'il s'agit de vous présenter quelque chose qui est sur le marché depuis un petit moment maintenant, Kubernetes, et d'une manière un peu inhabituelle. Je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser Aurélie vous le présenter. Merci de l'applaudir. Aurélie. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue à ce talk intitulé Comprendre Kubernetes de manière visuelle. Alors, je m'appelle Aurélie Vache, je suis développeur avec chez OVH Cloud, spécialisé sur tout ce qui est conteneur, Kubernetes, bien sûr, infrastructure as code et développeur experience. Kubernetes, c'est devenu le standard de facto dans le monde de l'orchestration de conteneurs. Voilà. On entend parler tous les jours. Mais comprendre Kubernetes peut être difficile et cela peut prendre du temps. Et il n'est pas facile de savoir par où et comment commencer. Alors peut-être qu'une nouvelle façon d'apprendre peut nous aider à comprendre Kubernetes ainsi que les autres technologies des conteneurs. Et si je vous disais qu'il y a 6 ans déjà, j'ai inventé une nouvelle façon d'expliquer Kubernetes visuellement par accident? Allez. Oui, c'était par accident, je confirme. Donc je vais vous raconter une petite histoire. On a 20 minutes, donc je vais essayer de raccourcir mon histoire. En 2020, lors de mon premier confinement, je me suis allongée dans mon lit, un samedi ou dimanche après-midi. J'ai pris ma vieille tablette. Je me suis demandé comment je me représentais un pod, un des concepts de Kubernetes. Et je me suis mise à gribouiller et à dessiner des Pokéballs. Alors ouais, pour moi, un pod, c'est comme une Pokéball. Et à l'intérieur, on peut y mettre un ou plusieurs conteneurs. Alors ça, je vous assure, c'était la première sketch note que j'ai fait. J'avoue, ce n'était pas très très beau. Mais c'était une ébauche, et c'est le début d'une grande aventure au final. Donc, et puis je me suis dit, allez, je tente, je tweete. Donc, ça, c'est le tweet de l'époque, 3 avril 2020. Et en fait, j'ai tweeté, et si vous pouvez lire, au début, j'ai mis, il serait peut-être temps que je concrétise une idée que j'ai, donner quelques tips, infos sur Kubernetes, inscrite en dessin. Utile, pas utile, déjà vu, j'ai tombé. Alors, comme on peut le voir dans la dernière phrase, j'ai pas confiance du tout en moi. Et c'était encore moins le cas à l'époque. Mais j'ai été étonnée des réactions que j'ai eues. On m'a dit, c'est cool, on comprend tellement mieux, et du coup, tu continues. Spoiler alert, du coup, j'ai continué. Et puis, en gros, pourquoi je parle de ça? Parce que Kubernetes, j'utilise depuis 8-9 ans, en fait. À l'époque, j'ai travaillé pour une société dans l'automotive. J'étais Continental. Et en fait, j'ai développé et déployé des microservices pour les véhicules connectés, les véhicules autonomes. Et j'ai découvert le Go et tout l'univers de Kubernetes. Et je suis tombée très rapidement dans la marmite de Kubernetes. Et à l'époque, ce n'était pas aussi mature que maintenant. Mais c'était super intéressant. Et en fait, j'ai du coup sketchnoté Kubernetes tous les jours, tous les soirs, pendant des mois et des mois. Et en fait, j'avais l'impression que j'avais plein de choses dans ma tête et qu'il fallait que je les sorte avec les sketchnotes. Donc j'en ai fait quelques mois plus tard la préparation d'un e-book sur Kubernetes avec du visuel et des sketchnotes. Mais je voulais faire mieux. Donc après avoir changé de tablette, et après avoir tout réécrit, et après avoir rajouté 150 nouvelles pages, j'ai réalisé mon rêve, auto-publié et auto-édité un livre en format papier sur Kubernetes. Donc ça y est, c'était du concret. Et comme d'hab, j'ai voulu encore aller plus loin, et j'ai réalisé des vidéos courtes sur Kubernetes avec un mix à chaque fois de sketchnotes et de vidéos pour expliquer les petits concepts. Et je continue de créer de nouvelles sketchnotes selon les nouvelles releases de Kubernetes, parce que c'est important de mettre à jour ce qu'on fait. OK. Mais pourquoi doit-on expliquer d'une manière différente? On est actuellement environ 8 milliards d'individus sur Terre. On est tous différents. On n'a pas la même logique, on n'a pas le même mode de réflexion, la façon de penser. Et il y aurait environ 15% de neuroatypiques diagnostiqués dans le monde. Mais la majorité ne l'est pas, donc il y en a encore plus. Et la majorité des livres sont faits de la même manière. Ça, ce n'est pas une image générée avec de l'IA générative, c'est une vraie photo. Donc la majorité des livres, des bouquins de la tech sont faits de la même manière. Donc, on a besoin de manière différente pour expliquer, pour apprendre et partager autour des choses qui sont très complexes. OK? Ça vous parle? C'est bon? Je ne vous ai pas perdu? Donc maintenant, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Si maintenant je vais vous expliquer comment comprendre Kubernetes de manière visuelle. Commençons par le commencement. Kubernetes, c'est quoi? Kubernetes est un orchestrateur de conteneurs
open source. Bon, j'avoue, ça ne nous avance pas du tout. Imaginez Kubernetes comme un chef d'orchestre. Pourquoi pas? De manière déclarative, on va demander à l'orchestrateur ce qu'on en souhaite. Ce dernier va tout faire pour que cette demande, cet état, soit tout le temps respecté. Il va gérer de son côté les ressources, les machines, la communication entre les conteneurs, de l'extérieur vers l'intérieur. Pour cela, on va écrire des manifestes YAML. Ce sont les partitions que Kubernetes doit suivre. Kubernetes, il repose sur plusieurs composants. On va les voir. Dans le control plane, vous pouvez trouver plusieurs composants internes de Kubernetes, tels que la base de données distribuée etcd, le scheduler, le controller manager et l'API server qui expose l'API d'un cluster Kubernetes. À savoir que lorsqu'on va utiliser un cluster manager, chez un cloud provider, le control plane va être géré et managé par le provider. Nous, on va juste se focus, se concentrer sur comment déployer nos applications, et tout le reste sur la gestion du cluster, sur les mises à jour, sur le déploiement des patchs de sécurité, c'est pas nous. Et ça, franchement, c'est pratique. Le data plane, quant à lui, va être composé de composants tels que le kubelet et kubeproxy qui vont tourner sur chaque node. Et on va pouvoir interagir avec l'API server d'un cluster Kubernetes via kubectl, un outil en ligne de commande. Spoiler alert, disclaimer, j'ai dit kubectl, mais on peut prononcer la CLI de la manière qu'on veut. Kubecontrol, kubectl, on s'en fout. Le plus important, ce n'est pas la manière de prononcer la CLI, l'outil, mais c'est de l'utiliser. Allez, on va maintenant voir plusieurs composants de Kubernetes. Donc expliquons un des concepts les plus importants, les nodes. Qu'est-ce qu'un node? Un node est une machine physique ou virtuelle. Un node fournit du CPU, du GPU, de la mémoire, du stockage, du réseau. Chaque node contient les services nécessaires à l'exécution des pods, tels que le kubelet, le kubeproxy et le conteneur runtime. OK? Donc un node, c'est vraiment une machine. Maintenant, on va expliquer le second concept le plus important, le pod. Nos applications, nos workloads, vont tourner dans des conteneurs qui eux-mêmes vont tourner dans des pods. Kubernetes est un langage agnostique, ça signifie que l'on va pouvoir développer des microservices, des applications, dans plusieurs langages différents. Allez, en Go, en Python, Java, PHP, ce que vous voulez. Un pod, c'est quoi? C'est la plus petite unité déployable dans un cluster kube. Un pod peut contenir un ou plusieurs conteneurs. Chaque pod a une adresse IP unique. Nos applications tournent donc dans des pods qui eux-mêmes tournent dans des nodes. OK, alors que se passe-t-il lorsqu'on veut demander à Kubernetes de créer un nouveau pod? Tout d'abord, l'IP server il reçoit la demande et effectue quelques vérifications. Il vérifie l'identité de l'utilisateur, c'est l'étape d'authentification. Qui es-tu? Et il vérifie aussi si l'utilisateur a les droits suffisants pour le faire. C'est l'étape d'autorisation. As-tu les droits? Puis, il sauvegarde l'état, cette demande, dans la base de données distribuée. À ce moment-là, l'IP server va appeler le scheduler, qui va chercher sur quelle node, sur quelle machine il va pouvoir placer le pod. Il va regarder selon les exigences CPU, GPU, mémoire, les contraintes réseau, les affinités. Le scheduler, ça, il peut le faire, mais on peut l'aider. Pour l'aider, il est utile de définir les requests dans les conteneurs d'un pod. Grâce à cela, les pods seront placés dans le bon node. Une fois placé par le scheduler, le pod est en statut pending. Ensuite, Kubelet va tenter de récupérer l'image depuis un registre. Une fois que l'image est récupérée, Kubelet va créer le ou les conteneurs et les démarrer. Pour finir, le pod, ça y est, il va être en statut running et votre application va être démarrée et en cours d'exécution. OK? Maintenant, expliquons les déploiements. Les déploiements sont responsables des pods qu'ils gèrent. S'il arrive qu'un pod ne soit plus en bonne santé, celui-là à gauche, là, il n'est pas très bien a priori. Ce dernier créera un nouveau pod
et terminera l'ancien. Bye bye. Ça fait rire à chaque fois. Un déploiement crée un réplica set qui va créer un ou plusieurs pods selon le nombre de réplicas que l'on souhaite. En scalant un déploiement, on peut facilement changer son nombre de réplicas. Donc avec la commande kubectl scale, avec le nombre de réplicas égal à 5, le déploiement va créer un et un autre pod. Et à la fin de l'exécution de la commande, le nouveau nombre de réplicas de ce déploiement sera égal à 5. Donc maintenant, Kubernetes va s'assurer qu'à chaque instant, on va avoir 5 pods pour ce déploiement. Bien sûr, si on veut scaler avec moins ou plus, on pourra à tout moment. OK, maintenant on va s'occuper des services. Encore un autre concept. Nos applications tournent dans des pods et ces derniers sont éphémères et mortels. Les services vont permettre d'accéder à nos applications à une adresse IP qui est unique. On va pouvoir assigner à un groupe de pods un nom DNS unique. Ainsi, on va pouvoir accéder à notre API MyAwesomeApp avec l'URL myawesomeapp, le nom du namespace, on va le voir juste après, .sdc.cluster.local. Quand on fera un curl sur cette commande, on va être redirigé vers un service, et puis le trafic va être routé vers un des pods dans lequel tourne notre application. Le groupe de pods ciblé par un service est généralement déterminé par un selector. Il existe plusieurs types de services. Le cluster IP, c'est le type de service par défaut. Il va permettre d'exposer un service à travers une IP qui est interne au cluster. Attention, ce type de service va être accessible uniquement à l'intérieur d'un cluster. Le node port sera quant à lui accessible à l'extérieur, en dehors du cluster, mais via l'IP du node sur lequel il tourne. Le service load balancer assigne une adresse IP fixe et lui va créer un load balancer externe. Mais attention, cette solution elle va fonctionner uniquement avec un cloud provider. Donc, dans cet exemple, on a notre application qui tourne dans un pod, qui est exposé via un service. Un load balancer va être créé et on va avoir également une adresse IP. Donc, quand on va accéder à cette adresse IP, on va être redirigé vers l'application. Le service external name, lui, va permettre de fournir un alias interne au cluster qui redirige vers une adresse DNS externe. Donc, les requêtes en provenance d'un pod vers le service seront ainsi redirigées vers un site externe, comme là, on va être redirigé, si on fait un petit curl, via le site de la conférence. OK, on avance pas à pas de concept à concept. Maintenant, on s'attaque au namespace. Qu'est-ce que c'est? Le namespace, en fait, c'est une forme d'isolation. Ça permet d'isoler vos applications par projet, par équipe ou bien par famille de composants. Les noms de ressources doivent être uniques dans un namespace, mais pas dans d'autres namespaces. Ainsi, on va pouvoir avoir un service nommé MySDC dans MySpace1 et dans MySpace2, mais par exemple, on ne pourra pas avoir le même nom d'une application, le même nom d'un objet dans le même namespace. Ça ne fonctionne pas. Attention, si vous supprimez un namespace, toutes les ressources, tous les objets qui sont à l'intérieur seront supprimés également. C'est le comportement normal de Kubernetes, mais c'est important de le savoir. Si vous supprimez un namespace, tout ce qui est à l'intérieur, ça va être supprimé également. C'est pratique, mais il faut le savoir. Et toutes les ressources de Kube, par contre, ne tournent pas à l'intérieur d'un namespace. C'est le cas des nodes et des volumes persistants. Après namespace, il y a une ressource qui est liée, c'est le ressource quota. Le ressource quota, ça limite l'usage et le nombre de ressources que l'on peut créer et gérer dans un namespace. Donc, quand plusieurs équipes travaillent sur plusieurs namespaces, un ressource quota peut être créé pour chacun des namespaces. Par exemple, là, avec cet exemple, ça signifie que sur le MyNamespace1, on ne pourra pas déployer plus de 4 pods. Et sur le numéro 2, on définit quoi? Le total CPU et la mémoire consommée par tous les pods dans le namespace. On peut également contrôler d'autres ressources, comme le nombre maximal de secrets que l'on peut créer, volume persistant. À la demande de création d'un nouvel objet, la mission contrôleur regarde si le quota sera dépassé. Si c'est le cas, un message d'erreur est affiché et la création est refusée. Attention, si un quota est activé avec CPU et memory, vous devez spécifier des requests et limites pour vos pods. Maintenant, expliquons les jobs. Un job, c'est un processus qui prend un certain temps pour s'exécuter. On peut par exemple créer un job pour plusieurs cas d'utilisation.
du batch, du backup ou encore d'une migration et du nettoyage. Un job va créer un ou plusieurs pods et garantit qu'un nom spécifique de pod se termine avec succès. Et un job peut être exécuté une fois, il peut être séquentiel ou lancer plusieurs pods en parallèle. Si le pod échoue, qu'est-ce qui se passe? Un autre pod va être créé jusqu'à ce que le nombre spécifié de pods soit complété avec succès. Et par défaut, le nombre de complétions, c'est égal à 1. Si on modifie le nombre de complétions à 3, le job controller fera apparaître des pods jusqu'à ce que le nombre de complétions soit atteint. Et les jobs peuvent être indexés. Ça signifie que vous pouvez configurer un job qui va exécuter plusieurs pods qui vont traiter un bloc de données différent. Après le job, le petit copain, c'est le cron job. Les cron jobs permettent de lancer des tâches planifiées de manière périodique. Un cron job lance un job et peut lancer un ou plusieurs pods. Un cron job est utile par exemple pour les backups, les tâches nettoyables, ainsi que tout type de tâches périodiques, comme un envoi de mail par exemple. Il est basé sur le format cron. Il y a encore deux petits concepts. Donc, nos applications s'exécutent dans des pods. C'est contrôlé par un déploiement. C'est exposé à travers les services. J'ai des jobs, des cron jobs, mais qu'en est-il de la configuration? Les config maps permettent de répondre à l'un des 12 factor apps, conformité des applications, ne pas coder en dur la configuration dans nos applications. Donc, au lieu de ça, la meilleure pratique va être de stocker les données dans une config map. Donc, cela vous permet de séparer la configuration des pods. Et comme ça, on ne va pas avoir à la mettre dans nos applications. Et grâce à cela, on va pouvoir déployer une app dans plusieurs environnements. Du test, du staging, du production, etc. Par exemple, là, on va pouvoir définir des paramètres de configuration particuliers selon notre environnement. Une config map peut contenir des fichiers de configuration, du nginx conf, des config properties, une ou plusieurs paires de clés valeurs, des variables d'environnement ou un binaire qui est encodé en base64. On peut créer une config map avec une paire de clés valeurs, par exemple. Là, je vous ai mis un petit exemple. Depuis un fichier, ou depuis du coup un fichier d'environnement. On va pouvoir le spécifier à chaque fois. Et un petit tips, une config map peut être immuable. Donc généralement, quand on met une configuration, c'est pour la mettre en lecture. L'application, elle veut juste prendre les paramètres et s'exécuter. Mais du coup, par défaut, on peut le modifier. Donc on peut mettre la config map en immuable, ça peut être intéressant. Et attention, le pod doit être dans le même namespace que la config map, sinon ça ne fonctionnera pas. Et le dernier, c'est le secret. Les secrets permettent de sauvegarder des données sensibles comme les mots de passe, les tokens, les crédentials, les clés SSH et les certificats SSL. Les secrets sont encodés en base64 et automatiquement décodés lorsqu'ils sont lus et attachés par un pod. Un petit avertissement, encodé, ça ne veut pas dire chiffré, c'est différent. Donc les secrets ne sont pas vraiment secrets dans le cluster Kubernetes, il faut le savoir. Un petit tip, c'est quand on veut récupérer un secret, ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait savoir. On doit exécuter cette commande, on doit récupérer le secret, lui donner le nom du namespace, le nom du secret, et après on doit exporter en format JSON, et on doit utiliser par exemple JQ, et en fait on doit savoir c'est quoi le sous-chemin dans le fichier pour récupérer le password, et après on décode en base64. J'avoue, c'est pas super easy, et cette commande, j'ai tapé des milliers de fois en fait, c'est un peu relou. Le petit tip, c'est qu'il y a un plugin qui n'est pas encore très connu, c'est le plugin ViewSecret pour kubectl. Vous avez juste à taper kubectl ViewSecret avec le nom du secret et le nom du namespace, et c'est tout. Et c'est lui qui va automatiquement trouver où se trouve votre clé, votre secret, et le décoder. C'est pratique. Comme le config map, c'est pareil, on peut le créer à partir de 3 sources. La clé valeur, depuis un fichier, et depuis un fichier qui contient des variables d'environnement. C'est pareil en fait. Et il existe 3 types de secrets, le générique, le Docker Registry et le TLS. Générique, c'est un secret qui va être créé à partir d'un fichier ou une valeur littérale. Par exemple, là, ce secret, j'ai dedans mon utilisateur et un mot de passe qui est très compliqué d'ailleurs.
Docker Registry, c'est un secret de type Docker config qui permet à un pod de s'authentifier à un registre. Et TLS, ça contient quoi? Un certificat TLS et avec sa petite clé. Pareil, c'est comme les config maps. Faire attention, il faut que le pod qui est dans le namespace A, par exemple, il peut lire qu'un secret dans le même namespace. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il y a plein d'autres concepts, mais j'ai 20 minutes. Du coup, je suis obligée de speeder. Je suis désolée. Mais j'espère déjà que vous avez bien entendu ce que je dis. Mais en gros, tout ce que j'ai dit, tous les concepts, ils fonctionnent chez OVH. En fait, on a donc un cluster cube managé. Ce qui est cool, c'est comme je vous l'ai dit, moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est me concentrer sur le déploiement de l'application et pas sur comment je vais gérer un cluster. Donc là, vous pouvez le faire avec le Kube Manager. On a aussi un registre qui va permettre de pousser nos images, en fait, sur un registre privé. Et ce qui est cool, c'est que là, en plus, avec les attaques qu'on a tous les jours, attaques de la sécurité de la supply chain, qu'on a tous les jours, on va pouvoir générer les SBOM automatiquement, générer des attestations, faire du scan. Donc, c'est pratique. Et si vous avez plein de clusters Kubernetes chez Amazon, chez Google, chez Azure, on va pouvoir aussi les piloter via un rancher. Pratique. Et j'avoue, moi, à chaque fois, j'aime l'infra as code. Donc, vous allez pouvoir aussi déployer vos clusters Kubernetes avec du Terraform, avec du Pulumi. Alors, je pose la question, je ne sais pas, qui connaît Terraform? Qui connaît Pulumi? Ah, j'en ai 3-4. Franchement, c'est comme Terraform, mais vous pouvez déployer votre infrastructure avec vos langages de programmation préférés. Du Python, du Go, du JavaScript et même du Java. Donc, pour conclure, en écoutant ma créativité et mon imagination pendant une période de ma vie qui n'était pas très simple, j'ai pu créer une nouvelle façon d'expliquer des concepts techniques compliqués et montrer que c'était possible. Et j'ai réalisé que ma façon d'expliquer pouvait aider d'autres personnes de métiers, d'âge, de culture, de continents différents. J'avoue, j'adore ces photos. Cette photo de Rémi et ses enfants, je suis fan. Ça met du baume au cœur à chaque fois. Donc ça fait plaisir. Et surtout, mon objectif de ce talk, ce mini-talk, était de vous familiariser avec Kubernetes, mais aussi de vous montrer que si vous avez une idée, si vous voulez partager des choses de manière différente, vous pouvez le faire. Donc je vous encourage à écouter votre créativité et votre imagination. Merci. Je pense que vous pouvez vraiment applaudir parce qu'elle doit avoir le record du nombre de slides sur le format. On était à plus de 150, donc bravo à elle pour tout ce format et j'espère que vous avez tout compris, même si c'était pas forcément facile. C'est un peu dense, mais c'est le format qui veut ça. Mais bravo, en tout cas, bel exercice. On va pas avoir le temps de prendre des questions, donc n'hésitez pas à venir la voir si vous en avez. Merci pour votre écoute. Et prochaine session dans 7 minutes avec Mehdi sur la forge logicielle. Voilà. Merci. À tout de suite.